Je suis très heureuse, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme le disait Monsieur Placide Douga, moi, je suis plutôt sur l'Amérique latine. Et donc, je vais justement essayer de mettre en dialogue ce qu'on a dit à propos des enjeux extractifs africains avec ce que j'ai pu constater sur mes terrains d'études en Amérique andine, plus spécifiquement au Chili et au Pérou, puisque je pense que il y a beaucoup d'enjeux qui se recoupent. On le verra donc dans le cours de ma présentation. Donc moi, je travaille particulièrement sur deux mines qui sont exploitées par la même transnationale, donc anglo-américaine. Donc la mine de Quellaveco au sud du Pérou et la mine de Los Bronces au Chili, donc dans la région métropolitaine, qui sont toutes les deux des grandes mines de cuivre, parmi les plus grandes au monde aujourd'hui. La mine de Quellaveco, c'est une mine qui est en phase de construction, donc qui va rentrer en opération en 2022. Et la mine de Los Bronces, c'est une mine qui est en opération depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, et qui connaît aujourd'hui une phase d'expansion, donc très importante, alors même qu'elle est située à quelques dizaines de kilomètres de la capitale du Chili. Donc, quelques éléments de contexte simplement pour revenir sur l'importance de la responsabilité sociale des entreprises minières dans ces pays-là. On a eu une libéralisation des économies dans les années 1980-90 au Chili et au Pérou, qui a provoqué cette libéralisation, une croissance très rapide des investissements étrangers sur les concessions minières et une importance accrue du secteur privé dans le développement des territoires. Et à cela s'est ajouté un boom du cuivre, des prix du cuivre à partir de 2004, comme vous le voyez sur ce graphique à gauche. Et donc, ce qui a donné lieu à une multiplication justement des projets miniers, des grandes exploitations à ciel ouvert notamment, et donc un grignotage progressif du territoire national par les transnationales minières. Et donc, on a une permanence d'enjeux, entre guillemets, traditionnels, comme ils ont été évoqués par Thierry et Pascal précédemment, avec donc toujours évidemment des pressions sur la ressource en eau, les risques représentés par les résidus miniers, les superpositions de droits fonciers, mais aussi de nouveaux enjeux qui sont représentés par le fait que les territoires miniers vont se rapprocher de plus en plus de zones vulnérables ou sensibles, donc par exemple des zones très peuplées ou alors des zones qui sont situées en protection juridique du fait de leurs attributs écologiques ou environnementaux particuliers. Et donc ça, couplé à une démocratisation et une prise de conscience d'enjeux environnementaux par les populations depuis la fin des années 1990, l'accès à Internet qui permet aussi un accès à l'information majoré, et puis une capacité d'organisation aussi justement avec par exemple les réseaux sociaux. On s'organise beaucoup avec Facebook et WhatsApp pour résister justement aux entreprises minières, fait qu'on a une multiplication des conflits. Donc, on a aujourd'hui 46% des conflits qui sont liés à l'industrie minière qui se situe en Amérique latine. On a également une internationalisation des conflits, donc avec l'intervention de plus en plus fréquente de grandes ONG dans ces conflits-là pour les médiatiser ou pour permettre la publication de rapports. Et puis la juridification des conflits ou la judiciarisation des conflits avec le recours croissant aux tribunaux, et notamment aux tribunaux spécialisés comme le tribunal environnemental qui a été créé au Chili dans les années 2010, et qui fait que en fait, ces conflits comportent des coûts de plus en plus importants pour les entreprises minières. Donc, des coûts réputationnels, évidemment, puisqu'un conflit, c'est toujours répertorié dans les indices de notation extra-financière. Par exemple, je pense aux indices développés par Vigeo, Moody's, par exemple, qui prend les controverses auxquelles se trouvent confrontées les entreprises minières, et ce qui fait évidemment baisser leur confiance sur les marchés globaux. Des impacts financiers à ces conflits, évidemment, puisqu'on considère que, ça c'est dans un article de Franks and Davis de 2014 qui est très intéressant,
qui justement considère qu'on a des coûts d'environ 20 millions de dollars par semaine de retard de production pour les très grands projets miniers. Donc des coûts extrêmement conséquents. Et puis des coûts indirects, par exemple, dans les ressources humaines liées à la perte de talent. Donc, en fait, en Amérique andine, on a vraiment des enjeux en termes de RSE qui sont liés à la multiplication des conflits qui ont de grands dommages, qui représentent de grands dommages financiers pour les entreprises. On a un bilan mitigé sur les politiques de RSE qui ont été mises en place jusqu'en 2010, puisque les conflits démarrent toujours en amont des projets et se poursuivent durant tout le temps de l'exploitation, alors que la participation citoyenne légalement n'intervient qu'au moment de la soumission de l'évaluation d'impact environnemental au régulateur environnemental. On a également alors, le problème de la contradiction entre les discours des entreprises et leurs impacts réels. Et puis, finalement, le problème de la non-génération d'un développement local résilient, c'est-à-dire, comme ce qui a été évoqué précédemment, qui ne subsiste pas au départ de l'entreprise minière. Donc, je vais évoquer 3 pratiques qui ont été mises en place. Donc, je dis nouvelles pratiques, mais c'est des pratiques qui ont quand même une petite dizaine d'années et que j'ai pu étudier dans mes cas d'études précis, donc dans les 2 mines dont je vous parlais précédemment. Donc, une première pratique, ce serait celle du dialogue ou de la technique des consensus, donc qui permettent soit la prévention des conflits, soit la résolution des conflits. Donc, on a eu par exemple la mise en place d'une table de dialogue pour le projet Quellaveco qui a réuni 26 acteurs, donc des parties prenantes autour de ce projet et qui a visé la mise en place d'accords entre l'entreprise minière, les populations affectées et les institutions locales. Et donc des accords qui ont porté notamment sur des aspects techniques du projet, donc par exemple la gestion des ressources hydriques, le dépôt des résidus miniers, mais aussi évidemment sur des aspects plutôt sociaux, donc la création d'un fonds de développement, la mise en place de comités de vigilance environnementale participatifs, etc. Donc aujourd'hui, cette table de dialogue, elle est prise comme exemple par les institutions internationales, donc financières ou non, le PNUD, la Banque mondiale, entre autres. On a également le paradigme de la participation citoyenne anticipée, donc qui ici interviendrait en amont des projets et où donc avant même la publication de l'étude d'impact environnemental, on consulterait les populations locales. Donc ce serait plus seulement de la présentation d'informations, mais bien une consultation avec la mise en place, par exemple, d'ateliers collaboratifs, voilà, en amont justement de l'étude d'impact. Et finalement, on voit qu'on se dirige éventuellement petit à petit vers un paradigme de co-construction des projets miniers, avec au sein même justement des cabinets de conseil qui effectuent les études d'impact, de plus en plus de ponts qui se font entre ceux qui sont chargés des aspects techniques, les ingénieurs, et ceux qui sont chargés des aspects sociaux, donc plutôt les anthropologues, sociologues, géographes qui travaillent dans ces cabinets. Donc des liens de plus en plus communs qui se font et des dialogues, des échanges. Et donc on peut imaginer que l'aspect social sera bientôt complètement intégré au design des projets à venir. Donc voilà, donc une slide sur cette table de dialogue dont je vous parlais. Un deuxième type de stratégie, donc c'est celui de la gouvernance collaborative, ou ce qu'on appelle les accords institutionnels, qui font que la transnationale va ici aller chercher des plateformes de coopération publique-privée, ou alors elle va faire émerger des plateformes de coopération publique-privée, notamment autour d'enjeux environnementaux et de gestion de ressources environnementales. Donc, par exemple, là, l'entreprise va venir se greffer sur des plateformes de gestion des bassins versants, va venir créer des tables de concertation autour de la gestion des risques au niveau provincial et donc apporter une expertise technique ou financière ou les deux. Et puis une troisième stratégie que j'ai appelée l'omniprésence, en référence à ce que me disait une de mes enquêtées justement sur Anglo-American. Elle me disait on devrait faire une liste, un registre, un livre avec tout ce qu'Anglo-American a financé dans la région.
La portée de cette entreprise est incroyable, ils sont partout. Et donc, elle se référait évidemment à l'omniprésence physique de l'entreprise sur son aire d'influence. Donc, on a des panneaux, des événements, voilà, une communication massive sur le territoire. On a une omniprésence communicationnelle aussi sur les réseaux sociaux, sur des thématiques extrêmement variées qui vont de la santé aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, aux nouvelles technologies, avec notamment des communications sur Twitter qui sont extrêmement fréquentes. Et puis une omniprésence sur le front des projets de développement qui, là encore, concernent des aires d'action très variées, donc l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. etc. Et donc, en troisième point et en guise de conclusion rapide, donc comme cela a été évoqué précédemment, au-delà de la communication, pour que ces conditions, ces stratégies puissent avoir un succès, il faut avant tout que soit justement garantie la transparence financière, technique et décisionnelle de ces plateformes qui vont être mises en place, plateformes de dialogue ou plateformes de gouvernance, au travers de la publication de vidéos en ligne, de rapports rédigés, etc. etc. Que, évidemment, s'opère une transformation de la gouvernance interne dans les entreprises avec un accent mis sur la responsabilité individuelle et collective au sein de l'entreprise. Et puis, évidemment, une permanence de la lutte contre les asymétries de pouvoir, notamment sur le plan de l'accès à l'information pour les populations concernées par ces projets. Voilà, désolée, j'ai été très rapide. J'espère que j'ai été claire. Merci à vous pour votre attention. Merci Solène de nous avoir permis de voir comment ça se passe ailleurs en matière voilà, d'extraction minière et de pratiques d'entreprise, ce qui met en lumière différents points, justement sur la question du cadre juridique dont parlait Patrice Eba au début. Donc, à travers ta présentation, on voit quand même qu'il y a un écart entre le discours